Pour notre dernier cours, nous allons voir quelques chapitres, les derniers chapitres du document Matériaux et procédés. Je vous envoie à la page 115. Nous allons voir le chapitre 4, les polymères. Je vous rappelle que dans cet exposé, je vais vous indiquer des questions ou des principes ou certaines déclarations qu'on retrouve dans le document qui pourront vraiment se retrouver dans l'examen. Donc, c'est important de bien écouter et de souligner quelquefois mes interventions lorsque je vais vous signaler des questions ou des concepts qui pourront être à l'examen final qui va être dans une semaine. Alors, on commence avec les polymères. Donc, les polymères, dans le langage courant, on appelle ça des plastiques, les matières plastiques. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, on a développé plusieurs types de polymères. Et en plus, on va quelquefois en créer des espèces d'alliages, c'est-à-dire qu'on va les mélanger avec soit des fibres d'amiante, soit des fibres de carbone. Donc, on va faire des composites. On va voir ça dans quelques minutes. Donc, c'est sûr que les matières plastiques, on en retrouve partout dans notre vie courante. Le pourquoi, c'est que ça coûte pas cher. Et lorsqu'on parle de pièces qui vont être à usage unique, puis on parle de plus en plus aussi de recyclage, alors on va indiquer que ces pièces-là vont être faites en matière plastique. Alors, une technicienne, un technicien en génie mécanique se doit de connaître les polymères parce qu'un jour ou l'autre, il sera confronté au fait de designer des pièces qui vont être faites en polymère, donc pas seulement en acier, pas seulement dans les métaux non ferreux. Les polymères peuvent faire partie de la palette de matériaux que l'on peut utiliser pour travailler. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les polymères viennent du pétrole. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des chaînes moléculaires à partir du pétrole. Donc, l'essence, le carburant. Lorsqu'on parle de raffinerie, une raffinerie, c'est tout simplement une grosse usine qui va transformer le mazout brut, ce qu'on trouve dans la terre. La qualité est très variable, tout dépendant d'où on l'a extrait. Puis, on va faire, ici, on donne un pourcentage de 4% de matière plastique. Alors, ces matières plastiques-là sont quand même assez intéressantes. Comme ils sont recyclables, on n'en a pas besoin d'autant. Le 4%, le 4% est suffisant. Donc, la base, c'est de savoir qu'il y a deux familles de polymères. Il y a les thermoplastiques, qui est l'injection du polymère chaud dans un moule froid, et les thermodurcissables, mis en forme par injection dans un moule chaud, donc une réaction à chaud. Les thermoplastiques sont les plus utilisés. Et, comment on fait pour les reconnaître? Ils se ramollissent et se déforment à la chaleur. Alors, si vous prenez une pièce en thermoplastique, vous la chauffez, vous allez voir qu'elle va commencer à se déformer. Et ça, c'est très pratique parce qu'on va pouvoir les recycler. Donc, ils ne se déforment pas sous l'action de la chaleur. Il n'est plus possible de les remodeler par chauffage. Alors que les élastomères, qu'est-ce que les élastomères? Ce sont des caoutchoucs. Donc, c'est toute la famille des caoutchoucs synthétiques. Alors, je vous rappelle, les thermodurcissables, eux ne se ramollissent pas, ne se déforment pas sous l'action de la chaleur. Alors, lorsque vous êtes en présence d'un thermodurcissable, vous faites le test de la flamme, c'est-à-dire que vous la passez sous une flamme vive. Ça va commencer à noircir et il va y avoir combustion. Donc, les thermodurcissables ne sont pas recyclables, ainsi que les élastomères, sauf dans des cas excessivement pointus. Donc, si on parle de recyclage, on va parler des thermoplastiques. Alors, je vous rappelle
trois grandes familles, thermoplastique, thermodurcissable et les élastomères, qui sont ni plus ni moins que les caoutchoucs synthétiques. Vous pouvez regarder le petit tableau à la page 118. Alors, les principales caractéristiques de ces polymères. Alors, on a une faible densité, 0,9 à 2,2. Je vous rappelle que la densité de l'eau, c'est 1. Si la densité est plus faible que 1, on va flotter. Si c'est plus haut que 1, théoriquement, la pièce ne flottera pas, sauf si on applique la loi d'Archimède, c'est-à-dire avec la pression sur la surface. On peut faire des isolants électriques et thermiques avec thermodurcissable. OK, donc on peut aussi avoir une bonne résistance aux produits chimiques. Les métaux, on sait qu'ils s'oxydent, donc les polymères ne s'oxyderont pas. Et ils sont imperméables à l'eau et au gaz. Mais ils sont parfois inflammables, c'est-à-dire que avec une chaleur quand même assez faible, ils vont prendre en feu, donc ils vont se consommer. Sensibles aux ultraviolets, surtout ceux produits par les rayons du soleil. Donc on va mettre ce qu'on appelle des adjuvants, c'est-à-dire on va chimiquement essayer de protéger les polymères contre les attaques des rayons du soleil. Mais c'est pas toujours possible. Alors, tout le monde a fait de l'expérience. On prend une pièce qui est restée plusieurs années au soleil. Elle est fendue, elle se brise facilement. Donc, c'est un des désavantages des polymères. Quelquefois, ils sont difficilement recyclables. Et on parle de température. Donc, si on parle de la température du Québec, on peut tomber à moins 20, des fois plus bas que ça en degrés Celsius. Donc, les plastiques deviennent fragiles, cassants. Si on les frappe, ils vont casser au lieu de se déformer. Donc, ça, c'est un autre désavantage des polymères. Et ils peuvent même générer de l'électricité statique par frottement, ce qui, dans certains cas, peut être très dommageable. Donc, vous avez un petit tableau à la page 119. Je vous demande de regarder. On voit les thermoplastiques, on voit les thermodurcissables, on voit leurs noms. Souvent, leurs noms, on va les désigner par des acronymes. C'est ce qu'on fait dans l'industrie. OK? Ce qui est important, c'est de voir à quelle température ils vont fondre, quelle est leur résistance. Généralement, si on a besoin de bonnes propriétés mécaniques, on va utiliser soit des composites plus forts ou des métaux lors du design mécanique. D'où vient la force et la flexibilité de nos polymères? Ce sont les structures moléculaires. Par des synthèses chimiques, on parvient à faire des chaînes moléculaires quand même intéressantes. On en voit un exemple à la page 120. Donc, on a ces atomes-là qui sont liés. Vous voyez, on a une chaîne avec du carbone dans le milieu et l'hydrogène qui est en rayonnement face aux atomes de carbone. Donc, plus que ces chaînes-là sont longues, plus qu'on va avoir de bonnes propriétés mécaniques. Donc, quelles sont les différentes familles? On a les monomères, unités chimiques de base. Donc, ceux qu'on appelle les monomères sont pas vraiment utilisés dans l'industrie. On a les polymères, on l'entend souvent, ce terme-là, polymère. Alors, plusieurs monomères qui sont ensemble, on les appelle les macromolécules, peuvent contenir plusieurs centaines de milliers de monomères. Polymérisation, ça c'est l'opération qui nous permet de venir transformer des monomères en polymères. La structure des thermoplastiques, qui est donc le nombre des branchements, est faible. Donc ça a une influence sur leurs propriétés mécaniques. Les structures des thermodurcissables, on la voit, beaucoup plus complexe. Des couches d'atomes bien rangées et empilées les uns sur les autres. Et n'oubliez pas que certains plastiques, comme les polyesters, existent dans les deux structures, thermodurcissable et thermoplastique et thermodurcissable. Donc, ce petit détail-là est quand même assez important à savoir.
On voit à la page 121 des matières plastiques. On voit une représentation de matières plastiques amorphes et partiellement cristallines. Donc ça, là, ce sont les enchevêtrements de structures, OK? Disposés différemment les unes par rapport aux autres. Donc, généralement, ils sont enchevêtrés, excusez-moi, de façon irrégulière. On parle on fait une analogie avec du feutre ou de la ouate. Et donc, c'est l'état amorphe. Ils peuvent être enlignés. Ça, c'est important. Au cours des dernières décennies, on a fait beaucoup d'études pour que les fibres des polymères et des composites soient dans le même sens, dans un sens où ils sont plus résistants. Donc, on a passé du stade aléatoire où on avait plein de fibres. Je vous donne comme exemple de la fibre de verre. De la fibre de verre, ben, les fibres, généralement, vont s'en aller dans toutes les directions. Et si on fait, exemple, un cadre de bicyclette en fibre de carbone, on va essayer de mettre les fibres dans le sens pour la résistance maximum, donc dans le sens où on va retrouver des forces principales de traction, de compression, etc. Donc, je vous laisse lire sur les matières plastiques cristallines. Il y a les macromolécules aussi. Et donc, soumis à des forces de compression et de traction. On peut, par calcul, savoir un peu comment ils vont réagir. Mais je vous le dis, c'est pas dans le texte, mais souvent, on va faire des tests réels, des tests de vibration à long terme pour voir si ces pièces-là vont briser. Et ça, on le fait souvent dans l'aviation. Donc, dans l'aviation, on va avoir de plus en plus de polymères qui vont être avec des fibres, donc on appelle ça des composites. Donc, on peut faire des calculs, mais on va s'assurer que les pièces vont pouvoir résister à un nombre d'heures, donc on parle de milliers d'heures, lorsqu'on va faire des tests de destruction à long terme. Donc, c'est ce qu'on fait généralement, pour s'assurer que ces pièces-là ne briseront pas dans un laps de temps relativement court. Ici, à la page 121, on voit des exemples de chaînes moléculaires. Alors, vous pouvez lire. Propriétés mécaniques. Il est certain que les propriétés mécaniques des polymères sont plus faibles que les propriétés mécaniques des métaux. Donc, ça, c'est une vérité que tout le monde, je crois, se doutait. Mais, on est capable quand même d'avoir des bonnes propriétés mécaniques. Et il faut se dire aussi que c'est pas dans toutes les circonstances où on a besoin de grandes propriétés mécaniques. Donc, quelquefois, au lieu de prendre un métal comme un acier, on pourrait prendre une structure faite en polymère qui va résister aux forces dont nous, on veut contrevenir lorsqu'on va avoir une pièce qui va être en fonction. Donc, les contraintes et tout. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des formes qui devront être adaptées au niveau des polymères. Si on a des formes simples pour des aciers, exemple, on a des extrusions, on va voir des extrusions dans quelques minutes, là. Et si on a des formes comme des tubes, des rectangles ou peut-être des poutres, ben lorsqu'on est en phase de polymère, ben il faudra peut-être avoir une masse plus importante, donc avoir plus de volume. La masse, excusez-moi, ne sera peut-être pas plus importante, mais le volume, lui, va l'être. Donc, les propriétés mécaniques, c'est important de regarder quelles sont les propriétés mécaniques des polymères qu'on veut utiliser lorsqu'on fait du design mécanique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de les comparer avec les métaux. C'est sûr que si on fait un test de traction, le test de traction va toujours être plus faible pour les polymères que pour les métaux. Vous en avez un exemple à la page 120. Donc, le fluage aussi est important. Je vous rappelle qu'est-ce que le fluage? On étire une pièce, on met une masse au bout d'une tige et on la laisse pendant quelque temps et on regarde quelle sera sa déformation permanente. Évidemment, les polymères sont plus sujets au fluage que les métaux.
Alors, les qualités et inconvénients des matières plastiques. Je pense qu'on les connaît tous. On en a discuté il y a quelques minutes. Ce qui est à l'avantage des polymères, c'est le prix. Le prix est important parce que si on va faire une pièce qui est bonne, qui est pas trop chère, puis qui peut résister à certaines contraintes mécaniques et surtout qui va être à usage unique, ben là, c'est intéressant de la faire dans un polymère. Alors que si on veut une pièce qui résiste à la chaleur, qui va soutenir des grosses charges, ben là, souvent, on va prendre des métaux comme l'acier. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et, en plus, l'inconvénient des matières plastiques, c'est que si on les fait pas en grande quantité, ça coûte plus cher. Et, en grande quantité, ben, ça demande de créer un moule, donc de construire un moule pour ces pièces-là qui sont en matière plastique. Et le moule coûte très cher. Un moule, au minimum, un moule excessivement simple va coûter 30-40 000 $ canadiens. Et après ça, ben, on peut aller à 1 million sans problème. Si vous prenez les gros bacs de recyclage qu'on a avec des roulettes, ben, le moule coûte au-dessus d'1 million. Donc, il faut mettre ça dans l'équation du prix pour savoir si c'est intéressant, de faire une pièce en matière plastique ou une pièce en métal. Alors, je vous laisse lire la page 125, les qualités et inconvénients des matières plastiques. Page 126, c'est la suite. Alors, parlons des thermoplastiques. C'est la famille des polymères qui sont les plus utilisés. On parle de 90% des applications de matières plastiques. Donc, ils sont moins fragiles que les autres polymères, plus faciles à fabriquer. On peut avoir des formes complexes. Ils sont théoriquement insensibles à l'humidité et à la moisissure aussi. Et peuvent être fabriqués dans une gamme de couleurs très étendue. Et ça, c'est un autre avantage, même des polymères en général, c'est qu'on peut leur mettre plus de couleurs. Alors, si on parle de l'acier, ben, il faudra peindre les pièces. Alors que les thermoplastiques, on n'a pas à les peindre, on a tout simplement qu'à mettre la pigmentation dans la matière. Mais, ils sont sujets au fluage, donc ils vont s'étirer avec le temps. Coefficient de dilatation linéaire élevé. Okay? Puis, lorsqu'on va les mouler aussi, il faut faire attention parce que souvent, ils vont rétrécir quand ils vont revenir, puis là, ben, on va perdre des tolérances en mécanique. Ben, ça a une certaine importance. Sensible aux ultraviolets pour les travailler. Ça a été fait, depuis 50 ans, on a essayé le plus possible, puis avec du succès, d'enrayer les effets des ultraviolets, du soleil, l'attaque du soleil sur des pièces qui sont en plastique. Mais il y a encore du travail à faire. Surtout si on veut pas payer cher les pièces, ben là, c'est sûr que les pièces vont être moins résistantes aux ultraviolets. Alors, ce sont des polymères amorphes. Donc, 10 à 15% de matière broyée recyclée peuvent être mélangées à la matière neuve. Ça, c'est un point important. Écoutez ça pour l'examen. C'est que lorsqu'on recycle du plastique, on devra toujours fabriquer des pièces de moindre qualité. Et donc, le cycle de recyclage fait que vous allez prendre des matières plastiques, vous allez les déchiqueter, vous allez les mélanger avec d'autres matières plastiques. Donc, on ne pourra pas avoir la qualité originale de la matière plastique d'origine. Donc, à chaque fois qu'on va faire du recyclage, on va baisser notre qualité. Donc, il faudra faire des pièces de moindre qualité. Ça, c'est important comme détail. Alors, on a les principales familles de thermoplastiques à la page 128. Ceux de grande diffusion, polyéthylène, polypropylène, ce qu'on appelle le PVC, polychlorure de vinyle. Donc, vous voyez, souvent, on va marcher avec les acronymes. PVC, ABS, du PE, polystyrène. Donc, en industrie, on va parler des acronymes, beaucoup plus que de décrire la chaîne moléculaire presque au grand complet. Donc, c'est ce que je vais vous demander, c'est de savoir quels sont les acronymes.
Ça, c'est important. On en fait l'introduction à la page 128. On a le PP et le PVC, qui est quand même assez connu. OK, donc ces métaux-là, pas ces métaux-là, excusez-moi, mais ces matériaux-là, ben, on va les rencontrer aussi dans l'industrie. Vous avez leurs propriétés mécaniques, leur application. Je vous laisse tout lire ça à la page 120. Du PS, l'ABS, OK, du PMMA, qui est quand même assez populaire aussi. Page 130. Le PC et les polyamides. Encore là, si vous voulez avoir de l'information sur ces polymères-là, allez voir aux pages correspondantes. Pomme, hein, on entend souvent ça, là. Du PET ou du PBT. Encore là, d'autres types. Ici, on a du PTFE, CNCA, CAB, cellulosite. Excusez, faire attention à notre prononciation. Des tableaux qui nous donnent leurs avantages et désavantages par rapport à leurs propriétés mécaniques. Je vous ramène à la page 136. Thermoplastique technique. Okay, donc, les polyamides proches du nylon textile sont les plus utilisés du groupe. Polycarbonates sont transparents et résistants au choc. Faire attention parce que si on va avoir quelque chose de transparent, exemple pour faire des lunettes de sécurité, ben il faut prendre un polymère qui est fait pour ça. Donc, il y a l'effet d'être translucide, qui est une qualité qui est recherchée pour certains polymères. Et on a les thermoplastiques de haute performance. PTFE, PCTFE, PVDF. Ce sont ceux qu'on retrouve le plus. Ils ne vieillissent pas, ne brûlent pas, ont des bonnes qualités flottantes. Des propriétés mécaniques et électriques élevées. Et en plus de ça, ils sont peu coûteux. Donc, c'est tout à leur avantage. Un autre tableau sur les thermoplastiques. Donc, vous les avez dans le tableau à la page 137. Encore là, les acronymes sont plus intéressants que de connaître leur nom en complet et leurs propriétés mécaniques. Je vous laisse les découvrir à la page 137. 138, on va retrouver aussi les élastomères. Donc, les élastomères, je vous rappelle, ce sont ceux qui s'étirent, donc le caoutchouc synthétique, on en a plusieurs applications. Et les mousses, hein, les mousses qu'on rencontre souvent dans des boîtes lors de transport. Donc, on a mis beaucoup d'emphase à créer des pièces en mousse qui vont protéger les pièces lors de leur transport dans des boîtes. Donc, ça, c'est fait avec des polymères spécifiques. Page 139, on parle des thermodurcissables. Ça ne veut pas dire qu'on peut les rendre plus durs, plus rigides à une température plus élevée, mais ils indiquent plutôt qu'on procède à la mise en forme d'un tel polymère par l'injection dans un moule chaud des monomères du catalyseur. Et il se produit une réaction qu'on dit à chaud. OK? Donc, par opposition thermoplastique. Donc, qui, elle, va être du polymère chaud injecté, granule, poudre, feuille de plaque. Et, généralement, c'est plus froid. Donc, ça, c'est la définition technique pour différencier les thermodurcissables des thermoplastiques. Alors, on explique qu'est-ce que les thermoplastiques, okay? Puis aussi leurs caractéristiques face aux autres familles de polymères. Encore là, ici, vous avez un autre résumé que je trouve quand même un peu plus technique. Donc, matière plastique, thermoplastique, thermodurcissable. Si jamais je pose des questions là, à l'examen sur les polymères, peut-être vous référencer plus à la page 140. C'est un bon résumé. Je vous dis, là, c'est un bon résumé. Les élastomères, donc on sait qu'ils vont s'étirer. OK, donc ils contiennent 50 à 60% de polymère. Supportent de grandes déformations. Ceux qu'on connaît, c'est surtout les élastomères silicone. On a un exemple ici, la page 141. Donc, on peut commencer aussi le chapitre 5, les céramiques et les composites. Donc ça fait partie des matériaux que l'on peut utiliser lorsqu'on va faire du design mécanique.
Les céramiques. Céramique existe depuis très longtemps. On dit même que c'est la céramique qui a permis de rendre l'être humain plus grégaire, c'est-à-dire qu'il a commencé à construire des villages parce que lorsqu'il a découvert la céramique, il a pu se faire des pots pour garder des graines. Ces graines-là, ben, il les a plantées. Donc, il est devenu cultivateur après être chasseur-cueilleur. Donc, la céramique, c'est une étape importante dans l'histoire humaine. Mais ça ne veut pas dire que les céramiques, on ne fait plus de recherche dans ce domaine-là. Au contraire, on fait beaucoup de recherches sur les céramiques et on essaie de les mélanger avec d'autres matériaux, on le voit à la page 145, pour développer de nouvelles utilisations. Donc, un matériau céramique est solide à température ambiante et n'est ni métallique ni organique. C'est la solidification à haute température d'une pâte humide plastique, verre métaux. Okay, donc, on peut avoir aussi l'effet de fritage d'une poudre. Donc, c'est tout simplement des granules qu'on va chauffer à haute température. Okay? Donc, les céramiques, c'était relativement facile à faire. Technologie simple. On prenait de la boue, on formait la boue, et on la chauffait à haute température dans des fours. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit une réaction chimique qui va agglomérer toutes nos particules ensemble et qui va rendre ça excessivement dur. Donc, on parle de la poterie, plus ancienne application de la céramique. Okay. Et on a la céramique industrielle qui s'est développée durant les révolutions industrielles du 18-19e siècle et qui a permis d'avoir plein d'avantages, donc au niveau des assiettes, des vases, etc. Donc, on a les céramiques traditionnelles et nouvelle famille, les céramiques techniques. Alors, les céramiques traditionnelles, on vous les explique dans le tableau à la page 146. Donc, c'est ceux qu'on utilise depuis des milliers d'années. Okay. On a le verre aussi. Le verre qui était connu, mais on avait beaucoup de problèmes avec le verre. Sauf que pendant la révolution industrielle, on a réussi à couler du verre qui était avec une épaisseur uniforme. Comment on a fait ça? Ben, on l'a tout simplement coulé dans un bain d'eau. Donc, on l'a fait passer dans un bain d'eau pour rendre la couche uniforme. Et depuis ce temps-là, ben, on a pu développer du verre industriel qu'on a mis un peu partout au niveau de la fenestration. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, vous avez, la terre cuite, les porcelaines, donc, puis aussi, on a aussi les abrasifs qu'on va se servir. Donc, le silice qu'on va retrouver, les grains de silice qu'on va retrouver sur le papier sablé font partie de la famille des céramiques. Et on a les céramiques techniques. Donc, les céramiques techniques, eux, on va surtout les utiliser pour contrôler, l'émanation de chaleur. Dans notre atelier, on a des fours thermiques. Dans ces fours thermiques-là, on a des céramiques techniques. Donc, on a des briques qui ont été construites, ce qu'on appelle en céramique réfractaire. Donc, ça nous garde la chaleur. Donc, une fois que le four est chaud, on n'a presque pas besoin d'injecter de l'énergie pour que ces fours-là puissent fonctionner. Donc, ça, c'est un bon exemple qu'on a dans l'atelier. Je vous demande de retenir la brique réfractaire faite en céramique réfractaire dans un four. Et vous en avez plein d'autres. On travaille beaucoup au niveau des moteurs. On aimerait ça qu'on sorte des moteurs qui seraient en céramique. Mais aujourd'hui, ben, on a des bâtis de moteurs qui sont faits en céramique, mais on aimerait ça que les chemises, ce qui est à l'intérieur ce qui tient le piston, là, donc où on a la chambre à combustion, si on peut contrôler la céramique, je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus, ben on va pouvoir plus contrôler la perte de chaleur due à l'explosion d'un moteur à énergie. Le moteur à explosion interne, bon, l'énergie qui est dissipée là, lors de l'explosion, lorsque la bougie fait exploser l'essence ou le diesel. Alors, je sais qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus. Est-ce que ça va continuer face à la popularité des moteurs électriques? Ben, ça va dans quelques années. Donc, vous voyez plein de secteurs.
OK, vous pourrez regarder ça à la page 146. On parle de composite. Qu'est-ce qu'un composite? Ce sont des fibres avec de la colle. Grosso modo, on peut parler comme ça. Assemblage d'au moins 2 matériaux non miscibles, mais ayant une forte capacité d'adhésion. Donc, on a la matrice, okay? Donc, généralement une matière plastique, donc une résine. Puis, on va avoir la fibre. Donc, on a les composites à matrice organique et les composites à matrice céramique. Et on peut avoir aussi des composites à matrice métallique. Donc, vous voyez, on peut faire plusieurs combinaisons face aux composites. Donc, il n'existe pas juste le fibre de carbone, qui est fibre de carbone dans une matrice de carbone. Il existe d'autres types de composites qu'on essaie de populariser. Le problème, c'est le coût. Le coût, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que ça prend un four spécialisé qui est sous vide, qu'on appelle un autoclave, c'est-à-dire que le four va garder une basse pression et va chauffer les pièces. Alors, c'est pour ça que des pièces en fibre de verre qu'on pourrait faire pour l'automobile vont encore coûter beaucoup plus cher que les pièces qu'on va faire par poinçon matrice lorsqu'on va prendre des plaques d'acier puis on va les passer sous une presse pour leur donner une forme. Et quand on aura résolu le problème de coût, probablement que plusieurs types de pièces de carrosserie d'automobile vont être faites en composite, c'est-à-dire en fibre de carbone. On peut dire qu'on veut essayer de sortir de l'effet artisanal de la construction des composites. Bon, l'historique, c'est sûr que ça a des composites, comme je vous ai dit, de la paille et de la boue. Ça fait longtemps que ça existe. Si on parle de composites beaucoup plus récents, ben on parle de 1950 et plus. L'exemple le plus utilisé, c'est celui dans l'aviation, okay? Donc les aéronefs, les avions. En 1950, un avion était construit presque à 100% avec de l'aluminium. Quelques points d'acier à des endroits stratégiques, là, comme la fixation du moteur ou le train d'atterrissage, certains axes. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de composites. Même qu'on a réussi à faire des avions presque à 90% de composites. Ce sont des avions d'affaires. Les avions de ligne s'en viennent de plus en plus avec des pièces en composite. Ça crée quelquefois des problèmes d'usure, parce que l'aluminium, on est capable de détecter l'usure facilement, étirement, bon, on voit que ça a déformé. On change les pièces. Lorsqu'on est face à des composites, il faut développer une nouvelle technologie au niveau du contrôle de la qualité, au niveau de l'inspection. Donc ça, ben, c'est encore à faire. On en parle à la page 148. Donc, vous avez des exemples, des matrices métalliques, organiques, etc. Donc, je vous laisse lire ça à la page 149. Vous voyez les renforts. Donc, ça, c'est un bon exemple de ce qu'on peut retrouver comme composite, là. À la page 150, la représentation, qui ressemble à un tissu qui aurait été fabriqué, avec une machine à tisser, sauf que ce sont des fibres composites, et après ça, on va y mettre une matrice, donc on va y mettre de la colle. Bon, écoutez, là, composite qu'on connaît tous, fibre de verre. Donc, ce sont des fibres qui sont faites en verre, et on a une colle, donc une colle qui vient tout prendre ça ensemble et créer une structure solide. Donc, c'est le même principe, c'est juste qu'on change la recette. Renfort, charge additif et matrice. Vous voyez, on a vraiment le triangle pour fabriquer des composites. Ça, ce triangle-là, là, ne pas l'oublier. Je pourrais vous le demander. Okay? Donc, le triangle des matériaux composites, page 150, est quand même assez important, et ce qui est indiqué aussi dans le petit paragraphe. Alors, les matrices. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les matrices? Alors, quel est le but de la matrice? Transmettre les efforts mécaniques au renfort.
Et donc, on a la résine polyester, résine vinylester, la résine époxy, la résine phénolique et la résine thermoplastique. Donc, tout ça, OK, on peut les interchanger avec nos fibres pour faire différents types de composites. Encore là, expliqué à la page 151. Petit tableau intéressant, OK. Donc, quels sont les types de verre? Ça, on va parler de fibres de verre dans ce cas-là. OK. Donc, des matériaux, du ciment aussi. Donc, faut pas oublier que le ciment, plusieurs ingénieurs considèrent que c'est un composite. OK, donc c'est encore un matériau qui a été inventé il y a quand même plusieurs milliers d'années. On l'a un peu optimisé. Et la grande nouveauté du 20e siècle, c'est qu'on a mis des structures d'acier dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle du béton armé. On parle aussi à la page 153 de la rusticité de quelques matériaux. Verre de renfort, fibre de carbone, le fameux fibre de carbone, page 154. Okay. Donc, on vous donne le module de Young, la résistance à l'attraction. Ce qui est intéressant, c'est que le poids est quand même un rapport avec le poids qui est bon. Donc, poids versus résistance, c'est meilleur exemple que l'acier. Ce qui fait que maintenant, sur des véhicules de performance, ben, on va avoir des coques faites complètement en fibre de carbone. Comme je vous ai dit, on a des problèmes au niveau de la fabrication, ça coûte encore cher. Il faudrait régler ça au cours des prochaines années si on veut que la fibre de carbone devienne très populaire. Alors, on parle du ciment. Comme on n'est pas en génie civil, ben, on dit que ça existe. C'est probablement pas le sujet préféré de ceux qui travaillent en mécanique. Là. Mais vous avez quand même des informations à page 155. Alors, quelques recherches sur les composites. Donc, on voit ici des choses qui vont être faites au niveau des composites. Ce que je peux vous dire, qu'on travaille beaucoup ici sur la mémoire de forme, c'est-à-dire si on fait des pièces qui vont être déformées et qui vont revenir à la normale. Donc, être un peu plus performant qu'utiliser, exemple, des polymères. On pourrait parler, exemple, de monture de lunettes. Monture de lunettes pourrait être complètement chiffonnée et revenir à sa forme initiale. Donc, ça serait une application de composite avec mémoire de forme. On va y aller avec les peintures. C'est sûr qu'en mécanique, c'est important, surtout si on fait des pièces en acier. Alors, la peinture va aider à diminuer la corrosion à long terme. Il y a aussi un côté décoratif, marketing, c'est-à-dire qu'avec la couleur, ça fait vendre. Okay, je vous rappelle le mot d'Henry Ford. On lui avait demandé pourquoi toutes les modèles T en 1912 étaient noires. Ben, lui, il avait dit, en boutade un peu, nos clients, ils peuvent prendre n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire. Et une petite compagnie de fabrication d'automobiles qui s'appelle Chevrolet a commencé à offrir des autos rouges, jaunes, vertes, et ont commencé à prendre le marché. Donc, c'est important parce que le consommateur ne regarde pas juste les performances mécaniques, il regarde aussi certains niveaux d'esthétique. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'appareil qui est à la page 161. Alors, c'est fait pour regarder l'épaisseur de peinture qu'on va mettre sur une surface. Donc, on parle de 1 à 2 mm, millième de pouce, excusez, touche mince. Donc, la peinture se compose essentiellement d'un liquide et d'éléments solides. Donc, on a des liants, des solvants et divers additifs solides. On va avoir notre résine, des éléments solides, des pigments pour nous donner de la couleur et des autres constituants. Je vous rappelle aussi qu'on peut mettre des produits qui sont vraiment des produits anti-rouille. Okay? Donc, souvent, on va mettre une couche d'après. Au Québec, on appelle ça un primer, qui, lui,
va être faite à base de poudre de zinc, poudre d'aluminium, d'oxyde de poudre d'aluminium, et qui va quand même éviter grandement à la pièce de se corroder. Donc, on voit ici une chaîne de montage au niveau de comment on peinture les véhicules automobiles. Souvent, on va tout simplement prendre la structure de la carrosserie et la mettre dans un bain de peinture. Donc, la préparation des surfaces est importante. Il faut que la surface adhère. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit sabler avec du papier sablé si c'est petit. Si c'est grand, ben là, on va avoir du jet de sable. Spécification de peinture. Donc, peut-être dans l'industrie, vous allez être confronté à des fiches comme ça ici. Alors, il faut regarder précisément qu'est-ce qui est marqué, quelles sont les utilisations, quels sont l'indice de toxicité aussi face à ceux qui vont installer cette peinture-là. Je vous rappelle que de plus en plus dans l'industrie, on va retrouver des peintures en poudre qui sont appliquées par champ magnétique, ce qui fait que la poudre, aussitôt qu'il va avoir du métal nu, va venir s'installer sur la surface. On va avoir moins de pertes et aussi moins de coins qui ne seront pas peinturés. Donc, ces fiches-là, ben, il faut les comprendre. Vous pourrez, ce qui est vraiment indiqué en jaune. Petit coup d'œil. Et on y va avec la classification des métaux. Donc, vous savez maintenant que les métaux, on a les métaux ferreux, les métaux non ferreux. On l'a vu depuis le début du cours. Les numéros. Alors, dans l'industrie, là, on ne dit pas je vais avoir du fer. Non, on va dire je vais avoir de l'acier SAE 2330. Qu'est-ce que l'acier SAE 2330? Ben, vous en avez un exemple ici. Je vous rappelle que SAE est quand même assez populaire à travers le monde. Okay? Donc, puis souvent, il va faire la concordance avec d'autres codes. Alors, le premier chiffre, c'est l'acier au carbone, 2, l'acier au nickel, 3, l'acier nickel-chrome, 4, de l'acier au molybdène, 5, acier au chrome, 6, acier au chrome vanadium, 7, acier au chrome tungstène, 8, acier au nickel, chrome, molybdène et 9, acier au silicone manganèse. Je vous rappelle que ça, c'est le premier chiffre d'une série de 4 et ces chiffres-là sont très importants. Okay? Très importants de savoir, surtout dans mon cours pour le dernier examen. Vous avez la composition des différents aciers. Okay, vous avez des chartes. Donc, vous voyez ici là, le 10. On a après ça 2X. Ces 2X-là, c'est le pourcentage de carbone, ok, en pourcentage par rapport à 100. Donc, je vous le rappelle, du 10-18, ça ne veut pas dire 18% de carbone. Vous devriez savoir que 18% de carbone, c'est impossible. C'est 0,18%. Donc, où on a des X, on va simplement remplacer par le taux de carbone par rapport à 100%. Donc, AISI, SAE, ce sont des codes qui sont quand même assez populaires à travers le monde. Et on a la classification des aciers-outils. Je vous rappelle que ce qu'on vient de voir, ce sont les aciers qu'on appelle les aciers de construction. Les aciers-outils, les aciers à traitement thermique, souvent vont avoir leur propre code. On vous les explique ici, la page 187. OK, il y a des chartes pour ça. Quand vous serez en industrie, vous allez tout simplement prendre vos chartes et regarder qu'est-ce que c'est et quels sont les pourcentages, exemple, de carbone, de nickel s'il y en a, etc. Les fontes, donc si vous êtes en présence de fonte, ce qui est bien important au niveau des fontes, c'est que toutes les pièces de fonte ont été produites par moulage. Donc, ce sont des alliages qui ont été fondus. Okay. Donc, vous voyez ici encore le ASTM 2011, on vous explique. Ça, c'était pour l'aluminium.
Pour la fonte, excusez-moi, je reviens à la page 190 pour élire tout simplement la classification de la fonte. Là. Alors ça, quand on commande de la fonte, c'est bon si on a un numéro de le mentionner. Si on parle de l'aluminium maintenant, je reviens page 191, puis on classifie l'aluminium par une numérotation à 4 chiffres. Comme pour l'acier, mais faites attention, faut pas les mélanger. Très important. OK. Encore là, le premier numéro, 1, c'est de l'aluminium pur, presque pas utilisé en industrie. 2, un aluminium avec du cuivre. 3, de l'aluminium avec du manganèse. 4, aluminium avec du silicium. 5, aluminium avec du magnésium. 6, magnésium et silicium. Je vous rappelle que l'aluminium la plus populaire, c'est la 6061. Donc, c'est un aluminium avec du magnésium et du silicone. La série 5000 commence à être de plus en plus intéressante aussi. Donc, c'est un aluminium avec du zinc. Et 8, on met des numéros. Ce que je me suis confronté à un moment donné en industrie, c'était des numéros d'alliage. On ne voulait pas divulguer quel était l'alliage, donc on met ça sur la désignation 800. 8000, excusez. Donc, les autres, là, on est capable d'avoir quand même une bonne idée. Faites attention, quelquefois, il y a une lettre en avant. Donc, ce sont des traitements thermiques qui ont été durcis. N'oubliez pas qu'un aluminium qui est durci ne peut être plié. Alors, vous avez les différentes catégories des aluminiums. Alors, je vous rappelle que le 6061 T6, c'est l'aluminium la plus courante. Si vous ne demandez pas de numéro d'aluminium, c'est ce qu'ils vont vous envoyer. Alors, le T6 veut dire qu'il est traité thermiquement et vieilli artificiellement. OK? C'est tout simplement qu'on va chauffer. Comment on fait pour vieillir artificiellement de l'aluminium? On met ça dans un four et on fait chauffer ça durant 21 jours à la température d'environ 200 degrés Celsius. OK? Donc, si je vous demande qu'est-ce que le vieillissement au niveau de l'aluminium, traitement thermique très simple, 21 jours, 200 degrés Celsius dans un four. Des chartes, vous pouvez les regarder. Donc ça, on n'a pas besoin d'apprendre ça par cœur. Hein? On fait juste regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des numéros, puis aller voir à des banques de données spécifiques. Le document que je vous présente, c'est un document de référence. Bon. OK, donc une autre façon d'expliquer la méthode de désignation des conditions d'aluminium. Donc, à la page 200, si jamais je parle d'aluminium, peut-être à la page 200, c'est un peu plus concis. Hein? C'est vraiment plus compressé là, comme information, donc ça sera plus facile à aller chercher. Les alliages de cuivre, les alliages de magnésium, ça, on est moins confronté à ça. C'est vraiment spécialisé. Mais bon, si jamais vous en entendez parler, vous avez l'information à partir de la page 201. C'est donc alliage de cuivre, de magnésium. Bon, ceux qui sont intéressés à acheter des cymbales, si vous êtes percussionniste, ben ça peut vous rendre service. Puis bon, dans le temps normal, on achète ce qu'on nous donne pour fabriquer, exemple, des portées de roulement, etc. Le cuivre pur peut être utilisé, mais on a des cuivres poreux beaucoup plus intéressants. Donc, alliage de cuivre, alliage de magnésium. Je vous rappelle que le magnésium, il faut faire attention. Pur, il est dangereux parce que si le magnésium prend en feu et on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. On en avait déjà parlé de ce détail. On parle des profilés, parce que en génie mécanique, quand on travaille dans la conception, il faut commander des profilés. Alors, c'est quoi le profilé? Ben c'est la forme. Hein? Alors, c'est sûr qu'on a différentes formes préétablies que nous, on va demander. Alors, la première chose que vous allez être confronté pour l'acier, est-ce que c'est laminé à chaud ou laminé à froid? Laminé à chaud, là, c'est l'acier la plus courante, celle qui coûte le moins cher. Je vous l'ai dit comment l'identifier. Généralement, quand elle reste, exemple, à l'extérieur, il y a une petite couche de rouille. C'est même pas de la rouille, là, c'est tout simplement une couche de calamine qui est devenue brune. Ça, on peut l'enlever très facilement. Donc, on n'a pas de problème
de dire, ah, ben là, c'est rouillé, on ne peut pas l'utiliser. OK, c'est tout simplement une petite corrosion de surface très mince. Fini à froid, ben, on a un beau fini. Ça coûte plus cher, mais on a un beau fini, un fini illustré, poli. Et si on commande des plaques, des grandes plaques là, qui sont laminées à froid, ben, entre chaque plaque, on va avoir un petit papier ciré, puis on a de l'huile qui va les protéger contre la corrosion. Donc, l'acier laminé à froid, théoriquement, a de meilleures propriétés mécaniques. OK, souvent, on va l'utiliser plus au niveau de son look, donc comment, avec un beau fini, ben souvent, dans certaines conditions, on trouve que c'est intéressant d'avoir ça. Mais les deux ont les mêmes types d'usinabilité, charge de rupture, les limites élastiques. Sauf que laminé à froid, ben, a des meilleures propriétés mécaniques face à ces grains qui ont été un peu plus écrasés. On vous parle de déformation à chaud, laminage à chaud. Vous voyez ici, là, on a un bon exemple. Non. Laminé à froid, un petit peu plus compacté au niveau des grains. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir ça? C'est au concepteur de juger, tout dépendant sur quel type de pièce il va venir assembler ses aciers. Niveau structural, caractéristique des grades. Ça, c'est un terme que vous allez entendre parler dans l'industrie. Quel est le grade de l'acier? Et donc, vous les avez ici, là, l'effet des grades. Si jamais vous travaillez dans une industrie où on vous parle des grades, mais de plus en plus, on va tout simplement utiliser les numéros SAE, AI, SI que je vous ai mentionné. C'est moins sujet à avoir des problèmes d'interprétation. Les différents profilés, il faut les connaître. Okay? Si on est en mécanique, il faut les connaître. Alors, on a la cornière, qui est appelée aussi le profilé en L, le profilé en U, donc vous le voyez là, en image. La poutre S, qui a des petites ailes. Je vous rappelle que sur une poutre, la section centrale, la tige centrale, on appelle ça l'angle, et les deux semelles, on appelle ça des ailes. Donc, plus que c'est large, plus qu'on va avoir une meilleure résistance à la flexibilité, au flambage. Donc, on a des poutres W, qui étaient appelées avant des poutres en T. Et son vrai terme, ce sont des poutres à large bride W. Les tubes, donc on peut avoir des tubes qui sont ronds, qui sont carrés. Pourquoi on parle de tubes? Parce que c'est vide à l'intérieur. On a du pétale déployé et des plaques perforées qu'on va rencontrer souvent dans l'industrie. Donc, quand on vient pour commander, donc on va prendre des cornières en acier, on peut avoir des dimensions qui sont en impérial si on est en Amérique du Nord, on peut avoir des dimensions qui sont en métrique. Donc ça, on s'en va dans des catalogues spécialisés, on s'en va sur un site web et on peut commander le profil. L'important, c'est de commander le bon profilé qu'on a besoin. Évidemment, on peut avoir de la tôle en bobine, ça c'est pour faire du poinçon matrice. Donc c'est tout simplement une tôle qu'on va passer dans une matrice, dans une presse qui va nous puncher, comme on dit au Québec, les pièces. Okay. Donc on a le poids aussi. Le poids est important lorsque vous allez commander là, des poutres. Il faut savoir le poids parce que ça rentre directement dans le coût de transport. Métal déployé. Donc, on en a beaucoup, on l'utilise beaucoup. Antidérapage va quand même sécher rapidement, ne fera pas d'accumulation d'eau. Donc, vous les avez, là, les différents types de métal déployé que vous allez pouvoir commander. Donc, on a nos tubes aussi. Donc, le tube, l'épaisseur du tube, on appelle ça la paroi. Donc, on va prendre la paroi avec la dimension. On parle toujours de dimension extérieure. Si on parle de tube, pour la plomberie, ben là, on va parler de diamètre intérieur. C'est ça qui est important. Il y a deux types de tubes lorsqu'on parle des tubes de plomberie. Là. Je vais revenir ici là, à la page 218. On a les tubes avec joint et on a des tubes sans joint, steamless. Donc, le tube sans joint est supposé d'être plus résistant à certaines pressions. Si vous êtes dans le domaine, vous allez sûrement m'entendre parler. Là. Donc, généralement, lorsqu'on a un tube sans pression, on va prendre un tube qui a été fait
à partir d'une plaque qu'on a tournée puis on a soudé, donc on a un joint. Ceux qui sortent d'une filière, donc on avait de l'acier à chaud, on l'a sorti de la filière, bon, sans joint, vont résister à des pressions. Un carré, donc vous avez les fiches techniques. Donc l'important, c'est de savoir ce qu'on veut. Regardez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, si vous fabriquez. Ne pas confondre le diamètre intérieur et le diamètre extérieur, c'est important. Les prix fluctuent beaucoup, tout dépendant du prix du minéraux, le fer, la demande aussi, d'où il vient. Donc, regarde ça, c'est important. Puis souvent, ben, il faudra penser remplacer un profilé par un autre. Quelquefois, il y a des pénuries de profilés en certains types d'acier. Donc, il faut avoir toujours un plan B lorsqu'on fait du design mécanique. Même chose pour l'aluminium. Vous avez différents profilés, ce qu'on appelle des extrusions. Souvent, en fenestration, là, on va avoir des profilés qui sont assez spéciaux. Si on appelle ça des extrusions, ils sont faits lorsque on est dans le domaine de la fabrication des fenêtres. On a l'exercice qui sont ici. Peut-être regardez ça 2 minutes avant l'examen. OK, c'est tout simplement des dessins techniques. Et puis, on va parler des matériaux. Donc, il faut spécifier quel type de matériaux. L'acier. Alors, ici, on a de l'acier de construction. On a une poutre, OK, en I. On a des axes qui peuvent être faites en acier 1045. On a de la boulonnerie aussi, si on demande d'avoir une spécification au niveau des boulonneries pour voir. Donc, vous voyez que les matériaux sont quand même importants lorsqu'on va fabriquer des pièces. Parce qu'on veut pas que, si on veut fabriquer, exemple, un chariot comme ça, un chariot élévateur, ben, si on le fait en aluminium, il faut penser que le poids va être moins conséquent que si on va le faire en acier. Si on le fait en acier, on va pouvoir le lever plus. Donc, comment on rentre les matériaux lorsqu'on fait du dessin, ben, c'est tout simplement qu'on va les rentrer pas juste dans la liste des nomenclatures, mais on va aussi s'en préoccuper au niveau du poids et au niveau de la résistance. Si on a le logiciel qu'on appelle le logiciel élément fini, ben on peut faire des tests de résistance dessus. Ça sera vu au cours des prochains cours de dessin de détail. Donc, jetez un petit coup d'œil sur les dernières pages qui sont ici. C'est quand même intéressant. On va finaliser avec les laboratoires. On en a fait quelques-uns. Il y a un détail que je veux vous dire là, au niveau des laboratoires. On le fera pas, ce laboratoire-là, mais c'est important de connaître la théorie. Alors, je vous ramène au laboratoire numéro 5 de votre document, la page 274, corrosion électrolytique de l'aluminium. Et ça, c'est un principe qu'on doit savoir en mécanique, c'est que si on met en contact différents métaux, il y en a un qui va se sacrifier pour l'autre. Il y en a un qui va se corroder beaucoup plus rapidement pour l'autre. Exemple, on le voit ici, on a du cuivre, on a du zinc. Donc, ce qui arrive, c'est que le zinc, les électrons vont s'en aller vers le cuivre. Et donc, le zinc, la pièce de zinc va se détruire et ça va créer ici un courant électrique. Ça, c'est le principe de la pile électrique, hein, l'accumulateur. Donc, on avait avant, maintenant ça l'a changé un peu, là, mais avant, on avait des batteries d'automobiles étaient faites en plomb avec de l'acide. Donc, le plomb se dégradait, en se dégradant, il créait un courant électrique. Okay. Donc, il fallait rajouter de l'acide parce que l'acide s'évapore. Maintenant, la plupart des batteries, c'est moderne, là, il n'y a plus d'accès à l'intérieur pour verser de l'acide. Donc, on crée de l'électricité avec le principe de corrosion électrolytique. Alors, comme je vous ai dit, il y a 2 métaux. Il y en a un qui est sacrificiel, puis il y en a un autre qu'on appelle noble, c'est-à-dire lui, il va recevoir des atomes. Et donc, celui qui va se sacrifier, il va perdre des atomes, donc il va se corroder très vite. Il faut le savoir lorsqu'on fait du design mécanique, pour pas prendre 2 métaux, les mettre ensemble, et dire, bon, ben, ça fait très vite. L'exemple classique que je donne toujours, c'est une remorque. Si vous avez une remorque, vous avez
la structure de l'aroma qui est en acier, vous mettez une boîte en aluminium par-dessus. Faites attention, parce que la boîte d'aluminium, OK, va commencer à faire du piquetage, elle va piquer, c'est-à-dire qu'elle va commencer à se corroder, il va y avoir des points blancs à des endroits stratégiques. Il faut les isoler, soit avec de la peinture, soit avec un polymère quelconque, donc mettre une petite couche entre les deux. OK, l'ordre, à la page 276, c'est important de connaître l'ordre des métaux. Donc la platine, c'est le matériau le plus noble. Alors que le magnésium, c'est le matériel, c'est c'est le métal le plus sacrificiel. Alors, platine, or, argent, inox 316. Donc, si vous mettez de l'argent avec du plomb, le plomb va se corroder. Comprenez-vous? C'est que tout dépendant où on est dans la colonne, donc le métal qui se retrouve dans la colonne, s'il est avec un métal qui est plus bas, ben, le métal qui est plus bas va se corroder. Si un métal qui est plus haut, ben le métal qu'on veut analyser, lui, c'est lui qui va se corroder. Donc, c'est la liste galvanique, il y en a qui appellent ça la liste de noblesse des métaux. Faites attention à ça. Vous pouvez lire aussi à la page 276. Et on a un petit exemple aussi à page 277. Donc, on utilise ce principe-là, pour exemple, des électrodes sacrificielles sur les bateaux. Donc, on va mettre des morceaux de plomb, surtout si le bateau est en eau salée, et c'est le plomb qui va se dégrader. La coque en acier va se sauver de la rouille, on peut dire, en quelque sorte. Donc, on appelle ça une anode et une cathode. Donc, l'anode, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va se détruire. Donc, un principe mécanique à savoir. Je vous demande de bien le lire au niveau de la page 277. Bonne étude.